de la réalité algérienne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous allons provoquer ce débat avec vous. Vous avez entre autres publié une centaine d'articles dans la presse nationale et internationale. Et vous me disiez pour la préparation de cette émission, si nous avons l'Arabie et moi commis cet ouvrage, c'est pour décomplexer les jeunes vis-à-vis des architectes étrangers, entre parenthèses. Merci d'être avec nous encore une fois. Je vous le rappelle, Habib Benkoula, troisième invité pour la rencontre de ce soir. Celle donc qui nous fait le plaisir d'être également avec nous. Ce soir, c'est également son baptême de feu, entre parenthèses. Il s'agit de Siham Farhaoui. Bonsoir. Vous êtes diplômé en marketing de l'Université de Paris Dauphine, titulaire d'un diplôme d'État en architecture à l'EPO, coach certifié et donc conférencière auprès d'Arcom Canada. Vous êtes commissaire de cette exposition 25 ans et des poussières. Comment est-ce que vous avez réellement approché les univers et surtout les réalisations, les doutes et les frustrations de l'Arabie Merhoum? Eh bien, vous allez répondre à toutes nos questions ce soir. Et puis, dernier invité pour la rencontre de ce soir, je vous le disais encore une fois, avant-dernier vol, avant de nous envoler et surtout de prendre le large pour les grandes vacances. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Akli Amrouche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte, urbaniste et directeur de la revue entièrement consacrée à l'architecture. Je le rappelle encore une fois, Vie de Ville, qui est toujours d'actualité à travers ce dernier numéro sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Quartier en mutation, grand point d'interrogation, encore une fois d'actualité, je le disais encore une fois. Et vous êtes aussi le directeur de la maison d'édition, donc Alternative Urbaine. Merci d'être avec nous, Akli Amrouche. Toujours un plaisir. Vos questions et vos réactions sur cultureclub@entv.dz. La thématique de ce soir tournera autour donc des palabres algéroises, réflexion sur l'architecture en devenir. Rebonsoir l'Arabie Merhoum. Bonsoir. Donc double actualité, je le disais à l'instant. Cet ouvrage qui paraîtra lors de donc à la rentrée prochaine, je le rappelle à partir du mois de septembre, palabres algéroises aux éditions Balzac, et puis également une exposition sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants, qui s'est clôturée il y a seulement 48 heures à l'espace Espaco. 25 ans et des poussières, un bilan de votre parcours, un quart de siècle pratiquement. Une halte s'est réellement imposée pour jeter un coup d'œil au rétroviseur? Oui, en fait, je me suis rendu compte que finalement l'architecte agréé qui signe un projet n'existe que depuis 25 ans. C'est-à-dire quand l'ordre des architectes a été remis en place dans les années 95-96, ça a sonné la naissance de l'architecte agréé. Et comme on avait un projet donc de sortir il y avait ce projet d'écriture en fait, je me suis dit je ne vais pas sortir un bouquin, je ne suis pas un auteur, je suis un architecte. Et comme le bouquin vous n'êtes pas que ça, vous êtes témoin mais également acteur de votre temps. Exact. Donc je me suis dit, ça serait bien d'essayer de poser une exposition qui raconte 25 ans, qui raconte l'histoire d'une génération et qui raconte aussi l'histoire du pays, parce qu'on fait des métiers qui sont profondément ancrés dans les réalités économiques, sociales. Historiques, économiques, politiques. Absolument. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui a réellement provoqué cela. Je le disais, une double actualité aujourd'hui à travers cet ouvrage, mais également cette exposition. Témoin et acteur, comment est-ce que vous approchez aujourd'hui, 25 ans et des poussières, ce métier d'architecte pour lequel vous avez énormément d'amour, mais nourri de beaucoup de frustration? C'est ce que j'ai appris à la lecture de cet ouvrage. En fait, 25 ans, après 25 ans, on relativise beaucoup de choses. On relativise beaucoup de choses et en fait, on essaye de se fabriquer une utilité. En fait, je le dis à l'introduction de l'expo, l'architecte algérien agréé est né d'un avortement, il n'est pas né d'un amour. C'est le Front monétaire international qui nous a permis d'exister. Et ça fait 25 ans que l'architecte que je suis essaye de se faire aimer de la société. C'est du boulot. Mais après, quand il y a des petits signes d'amour, ça suffit. Donc, il faut juste comprendre qu'on est dans ce pays, dans cette histoire, dans ce territoire, avec les Algériens, avec les gens qui nous entourent. Et ça permet de relativiser beaucoup de choses. Ce qui peut paraître une frustration, c'est juste une marche qu'on a ratée et il faut passer à l'autre marche, c'est tout. Donc plusieurs lectures, urbanistiques, politiques, économiques, donc je le disais... Sociales, essentiellement sociales aussi. Donc témoin et acteur de votre temps. Il est question, on parlait à l'instant de bilan, mais il n'est pas seulement question de bilan. Je vous rappelle encore une fois, Mohamed l'Arabie Merhoum, c'est également un constat de notre société. Cette société qui est également en mutation depuis... Absolument. Je pose des hypothèses. Par mon travail sur l'architecture, sur l'urbanisme, vous m'avez souvent invité pour parler d'un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément liés à l'architecture. Donc je pose des hypothèses de débat. C'est un bilan, pas uniquement pour moi, mais un bilan pour l'ensemble de la société à travers l'architecture, l'urbanisme. Et donc l'histoire, elle est là. C'est-à-dire que je me dis, c'est une halte.
Je pose des hypothèses de réflexion qui peuvent être validées ou pas, mais il est temps que j'aime pas utiliser le mot intellectuel, mais que les gens qui travaillent sur des métiers sensibles, voilà, qui s'effilochent dans la société, à l'occasion de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, s'asseyent et réfléchissent sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils doivent faire, et voilà. Mais aujourd'hui, on est réellement dans quelle lecture? C'est un constat, un bilan, 25 ans et des poussières, vous le disiez, encore une fois, dans un constat et un bilan aigre, amer? Ni aigre ni amer. On est une société qui se cherche depuis 30 ou 40 ans. En 30 ou 40 ans, il y a eu 4 ou 5 Algéries et on a même l'impression qu'il y a eu 4 ou 5 peuples, je veux dire. Et quelle est celle à laquelle vous vous identifiez le plus? Rien. La dernière, parce que c'est un livre, faut-il également le dire, plus actuel que jamais. Bien avant le mouvement du Hirak, il y a des questions très très sensibles. Absolument. Sur lesquelles nous reviendrons tout au long de l'émission. En fait, ma génération traumatisée par son histoire contemporaine, après 25 ans, aujourd'hui, j'ai un regard qui est différent. À la question, quelle est l'Algérie que tu préfères? Il y a 4 ou 5 ans, je t'aurais dit celle des années 70. Aujourd'hui, je ne me pose pas la question. Aujourd'hui, l'Algérie, est-ce qu'elle est, avec ses complications, avec ses superpositions? Et je pense qu'on doit essayer de la lire comme elle est. Les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas ni les mêmes traumatismes, ni les mêmes frustrations que celles que nous avons. Oui. Nous devons fabriquer une Algérie avec une histoire continue. L'histoire, c'est pas un supermarché où on choisit le rayon. L'histoire, elle a démarré en 62 ou avant, et on prend tout et il faut faire avec tout. C'est ce que vous dites. Avec l'âge, notre regard sur la référence change. Il se charge d'un vécu. Des choses comme l'émotion, l'évocation finissent par contaminer des notions comme la rigueur et la raison. La réalité tempère toutes les fougues. C'est l'odeur du jasmin ou Meskelil qui fait que vous êtes dans une rue à Alger et non pas à Stockholm. J'ai comme l'impression que vous revendiquez votre statut d'Algérois. C'est une des questions que vous a posée, bien sûr, votre alter ego qui vous fait face ce soir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui être un architecte algérois? On est dans une forme de différence ou d'appartenance? En tous les cas, moi, c'est Alger qui m'a construit. C'est Alger qui a fait de moi un homme à tous les sens que vous voulez mettre là-dedans. Je veux dire, et donc je dois à Alger ma construction aussi bien intellectuelle que ma construction affective. Et j'aime à dire que je suis un Algérois générique. Je ne suis pas un Algérois génétique. Mon ami Habib Benkoula, c'est Mohamed El Habib Benkoula. Ça renseigne sur ses origines. Lui est un citadin génétique. Lui, il a quelques siècles d'histoire qu'il trimballe. Moi, je suis un citadin générique. Moi, c'est Alger qui m'a fabriqué. Il y a un rapport fusionnel, charnel, voilà. mais assez compliqué. Absolument. Et donc, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 50 ans, passionnelle. Ouais. Et je crois qu'un territoire comme Alger, qu'une histoire comme celle d'Alger, peut fabriquer des Algérois et donc peut être un sujet pour fabriquer une écriture architecturale ou urbaine. Ça me suffit pour essayer de construire quelque chose. Si vous aviez aujourd'hui, sur un plan architectural, mais également urbanistique, si vous avez réellement ce pouvoir d'approcher et de changer ou de restituer Alger autrement, comment justement vous nous la livriez, l'Habib Marhouma? Eh bien justement, je pense qu'avec l'âge, j'ai 55 ans, donc et donc cette idée de vouloir transformer Alger ou transformer la société commence à devenir, voilà, à 30 ans on a l'impression qu'on peut transformer beaucoup de choses. À 50 ans on comprend qu'il faut accompagner les transformations. Ne pas se soumettre aux transformations, parce qu'on a un rôle de sachant, et un rôle de précurseur et un rôle d'anticipateur, mais ne pas poser un regard ni inquiet, ni dévalorisant, ni survalorisant sur ce qui se passe. Il faut pouvoir peser les événements, comment ils se font, parce que la société, elle ne nous attend pas, elle se fabrique, elle transforme son territoire. Il y a des tendances lourdes. Par contre, l'Algérie n'est pas coupée du monde, on n'est pas une île, donc on subit ce qui se passe dans le monde. Le mur de Berlin, il est tombé en 89, c'est valable pour nous aussi. L'ultralibéralisme du Moyen-Orient est arrivé par toutes les tendances islamistes qui se sont installées dans la société, qui ont fabriqué une économie parallèle.
toutes ces choses-là existent en même temps sur le territoire. Ça dessine peut-être des territoires qui sont trop chocs, mais c'est le même Alger et la même Algérie. C'est pour ça que vous dites, je pense que chaque architecte qui ressent la nécessité de s'ancrer dans son territoire ressent la même chose et revendique une sorte d'appartenance des lieux qui l'ont vu devenir architecte. Du coup, la relation entre objet et ville est devenue quasi obsessionnelle dans mon travail. Alger a fait de moi un ultra contextuel, un Algérois, quoi. C'est comme ça que vous définiriez ce qu'est être Algérois aujourd'hui en 2019. Oui, oui. Je crois que le territoire fabrique les hommes, en même temps que les hommes fabriquent le territoire. Au bout d'un moment, il y a une espèce... C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule, je veux dire. Le gamin qui a été élevé dans les années 70 ou 80 à Alger, il se revendique algérois. Si un jour on lui dit, écoute, cet Alger n'a jamais été construit pour toi, il a été construit pour les Européens et par les Européens, aujourd'hui, il se considère comme algérois, il revendique la petite marche, il revendique l'escalier, il revendique la place, il revendique le ficus. Et donc, les architectes, avoir un regard, pas dépassionné, mais je veux dire, considérer que le territoire peut fabriquer des hommes, c'est déjà quelque chose qui nous empêche de rentrer dans des discussions du genre architecture coloniale. Avoir un regard, on va y revenir, un peu sur plus notre rapport sur le patrimoine. Sur le passé, sur le patrimoine, sur notre histoire, y compris la colonisation. S'il y a des gens qui doivent avoir de la bienveillance par rapport au passé, c'est bien les architectes. Et je crois que la société a besoin de gens qui ont de la bienveillance. Et comment réellement vous arrivez aujourd'hui, en 2019, à vous mouvoir et surtout à vous projeter dans cet Alger, dans cette Algérie qui s'ouvre, qui se dessine ou qui se renferme sur elle-même? On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. On apprend à ne pas prendre trop au sérieux les grandes décisions politiques avec les grands slogans, parce qu'on comprend que la société réagit de manière un peu plus, pas sérieuse, mais qu'il y a la réalité, il y a la réalité des politiques, la réalité des architectes, il y a la réalité des Algériens. Et on comprend que ces trois réalités fonctionnent en même temps, pas avec la même vitesse, pas avec la même intensité. Et en fait, nous, on est des médiateurs pour essayer de fabriquer une réalité qui relie l'ensemble. Alors, je suis architecte et algérois des premières années de l'indépendance, celle de l'euphorie et de la désinvolture, de l'algérois, ce qui me donne tous les droits, celui de fabriquer ma vérité lentement mais sûrement, à mon rythme, avec mes mots et même d'autres mots que je chaparde sans scrupule, ici et là, chez tous ceux qui me font vibrer. L'Habib Ben Koula en fait partie. Il a l'angoisse sincère, la curiosité sainte et un voyeurisme touchant. Comment est-ce que vous définiriez ce voyeurisme-là, Mohamed? Il ne faut pas me poser trop de questions, parce que les questions, il vous en a posé. Hein. Moi, j'écris pas, je me répands. Donc, je suis incapable d'expliquer tout ce que j'écris. C'est une conversation secrète qui a été mise sur le surécoute, après mise dans le public. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai ressenti dans ces angoisses, c'est que il a l'art de poser les questions sur des points qui sont des points qui suscitent la réflexion, qui suscitent l'interrogation. Mais il a une espèce de tendresse à vous poser les questions et à vous écouter qui vous permettent de vous laisser aller comme sur un divan de psychiatre. Bah vous dites, hein, j'ai rarement vraiment compris ces questions aux tournures complexes, mais il a tout le temps eu la délicatesse d'accepter mes réponses. C'est de me les resservir avec un brio de docteur d'État, entre parenthèses, je rigole. C'est parce qu'accidentellement, c'est presque accidentellement qu'a commencé cette aventure d'écriture spontanée, sans recul ni filet, une discussion sans limite sur Viber, une forme de thérapie, comme vous disiez à l'instant. Et à la relecture de cet ouvrage, j'imagine que vous avez une autre image de vous aujourd'hui, celui qui était un passionné, presque un turbulent des sentiments et des architectures, aujourd'hui c'est un peu posé. Oui, c'est un peu posé pour faire le point, pour essayer de mettre des mots sur des choses, sur des sentiments, sur des émotions, sur une histoire, sur un passé, essayer d'entrevoir un peu un avenir, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je pense que notre génération, je parle beaucoup en termes de génération, doit poser des mots sur les choses. Chaque génération doit poser des mots sur les choses. Ma génération doit poser ses mots. On n'est pas obligé de trimballer la génération des années 60, ni être traumatisé comme ils l'ont été. Nos traumatismes suffisent, nos rêves suffisent à construire nos vies. Et les jeunes nous ont démontré aujourd'hui qu'eux aussi, ils avaient leur angoisse, ils avaient leur vision. Les angoisses ne sont pas interchangeables. Elles sont superposables, mais elles ne sont pas interchangeables.
On peut réellement parler aujourd'hui en 2019 d'une véritable histoire de l'architecture algérienne malgré ce lourd tribut qui est le passé patrimonial, j'allais dire européen, occidental ou comment on appelle ça déjà, colonial. Oui. Parce que nos rapports est assez terrible avec et assez compliqué. C'est une équation à plusieurs inconnus, pratiquement insoluble. C'est très compliqué. Superpose à ça tous les tabous qui sont nés d'un certain nombre de choses, y compris aujourd'hui. On reparle encore de colonisation, de Hizb França, de Oulad França. On n'en est pas encore sorti. Je pense qu'il est temps d'en sortir. Et l'architecture, c'est aussi des bâtiments qui se construisent, des territoires qui se construisent. Donc l'histoire de l'architecture, elle est déjà là. L'histoire, c'est les gens qui essayent de mettre des mots pour comprendre et expliquer. Les bâtiments, ils sont là. On ne va pas les effacer parce qu'on aura décidé qu'il n'y a pas d'architecture. Donc les bâtiments sont là, les quartiers sont là, les villes sont là, la ville 19e, elle est là, les villes que nous créons. Comment est-ce qu'on approche justement comment dire, ce bon vieux bâti à travers une vision des plus actuels et des plus modernes et modernistes, hein? En fait, il faut comprendre un peu quels sont les mécanismes de fabrication de villes, de fabrication des quartiers. Comprendre que l'architecture elle-même, elle n'existe pas. L'architecture existe parce qu'on est à l'intersection d'une économie, d'une société, d'une politique, d'un territoire. Et si on arrive à comprendre comment est-ce que ces choses-là s'agencent entre elles, comment est-ce que le besoin d'architecture existe ou n'existe pas, comment est-ce que ces quartiers sont nés, pourquoi l'Algérien, quand il se tourne à Alger, te dit « Bnianta França » avec une espèce de regard, un, admirateur, deux, d'impuissance. Comme si sur le Bnianta Zaïre, il n'existe pas. Par contre, si tu lui donnes les moyens de construire, il ne reconstruira pas le Bnianta França, il construira ce qu'il a construit un peu dans la périphérie d'Alger. Donc, entre ce regard d'impuissance et cette espèce de volonté de se singulariser pour dire je suis algérien, tout en étant au bout européen, quand on voit les grandes émissions de décoration, c'est la même chose que ce qui se fait à l'étranger, je veux dire, le petit machin, voilà, c'est les mêmes codes esthétiques. Donc cette complexité qu'on a en nous, parce qu'on est plusieurs histoires en même temps et plusieurs futurs en même temps, c'est vrai que ça fait brouillon, mais c'est d'une vitalité sublimissime. De ces 25 dernières années et des poussières jusqu'à ce jour, où est réellement la touche, l'inventivité et la singularité de nos architectes dans Alger, Constantine, Annaba et les régions du Grand Sud, hein? Est-ce qu'on a réellement approché ces grandes villes architecturalement pour imposer, j'allais pratiquement dire, une identité algérienne? Ah, tu poses et qu'est-ce que l'identité algérienne aujourd'hui? Tu poses des questions compliquées. Aussi compliquées que celle de votre alter ego, Habib Ben Koula. Je vais prendre la défense des... Je sais pas, si on considère qu'il y a 8 000 architectes par an, ça fait 25 000 architectes. Ouais. Je vais prendre la défense des 25 000 architectes en considérant en fait que dans le système de production qu'on a de l'architecture, il n'y a jamais eu de demande d'architecture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande d'architecture. L'architecture n'apporte aucune plus-value. Un exemple simple, un promoteur qui achète un terrain dans un quartier chic, il sait qu'il va vendre son appartement à 500 000 balles du mètre carré, qu'il y ait Richard Meyer, l'Arbi Marhoum, Akli Amrouche ou Siham qui fait les plans, ça ne change rien au prix de la vente parce que les gens achètent le lieu, achètent l'endroit, mettent de l'argent. Donc la plus-value qu'apporte l'architecte, elle est très relative. Quand un maître d'ouvrage, fabrique public, pose de l'argent pour faire une école, à l'arrivée, il n'y a pas des parents d'élèves qui disent écoutez, nos enfants vont être traumatisés dans votre architecture, on refuse de rentrer dedans. Quand on donne un logement gratuit à un citoyen, il ne va pas leur dire moi je ne supporte pas cette typologie de logement, elle ne correspond pas à nous. Ça veut dire qu'on est dans une relation où l'exigence d'architecture n'est pas une demande sociale. Et ça fait 25 ans que ça dure cette histoire. Donc je peux comprendre qu'il n'y ait pas cette histoire de désir d'architecture partagée. Par contre, rien n'empêche un architecte, quand il a un sujet à traiter, de se poser les 50 questions qu'on ne lui pose pas. C'est ce que j'essaye de faire à travers chaque projet. Je veux dire, quand je pose un tableau de Mondrian sur les hauteurs d'Alger, personne ne me l'a demandé. Mais j'ai ressenti ça comme un besoin, comme un devoir, comme un signe, comme un message. Et je le fais. Comment le faire? Après, chacun il gère sa cuisine avec ses maîtres d'ouvrage. Mais mettre un tableau de Mondrian avec de l'argent public,
croyez-moi que ce n'est pas évident. À l'époque, on voulait... C'est pour ça aussi que la plupart de nos décideurs ne reconnaissent pas l'architecte son statut d'auteur. Hein. C'est également... Alors, où est aujourd'hui la notion de propriété intellectuelle, hein? On est obligé d'être subversif quelque part. On est obligé d'être subversif, mais à l'arrivée, les maîtres d'ouvrage finissent par adhérer, parce qu'eux-mêmes comprennent, dès que tu dépasses cette relation maître d'ouvrage, maître d'œuvre, et que ça devient, même entreprise, et que ça devient une affaire d'œuvre collective, les rapports changent. Il faut entraîner les maîtres d'ouvrage dans ce désir d'architecture. Ça ne marche pas tous les coups, mais il faut toujours essayer de le faire, ne pas baisser les bras et dire de toute façon, l'administration publique, elle n'a pas besoin d'architecture, je vais dessiner des choses pour croûter ou salam alaikum. Il faut prendre le risque de l'architecture à chaque fois. Ça ne marche pas à tous les coups, mais moi, mon rôle est de prendre les risques. Voilà, donc témoin et acteur de son temps, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours. C'est un peu comment dire, son discours, mais c'est 25 ans et des poussières qui ont provoqué cette halte aujourd'hui sur Canal Algérie. Il s'agit donc de l'Arabi Merhoum, Habib Benkoula, palabre algéroise, donc échange sur l'architecture. C'est un ouvrage qui sera certainement en vente chez les bons libraires à partir de la rentrée. Et avant d'aborder d'autres questions, mais également les vôtres sur cultureclub@1tv.dz, vous disiez à la fin, depuis, bon, vous parlez bien sûr de votre alter ego, je le rappelle encore une fois, depuis on est dans le vide, lui a essayé d'inciser le discours et la méthode, et moi d'inventer ma modernité laïque et amoureuse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui réellement un style, un genre, une empreinte, l'Arabi Merhoum, après avoir eu à inventer, à créer des immeubles, des bâtiments pendant ces 25 années et des poussières? Ah, c'est à moi que tu poses la question. Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Moi, je sais que les gens ressentent, quand je dis je dessine une architecture laïque et je transmets des messages d'amour à ce pays, à ce peuple, à cette terre, je le dis sans fanfaronnade et je le dis du plus profond de moi-même. Et je pense que les gens le ressentent quand je vois un peu comment vieillissent les bâtiments, comment le petit bâtiment du Télémli est devenu quelque chose qui fait partie de l'imaginaire collectif du quartier. Voilà, donc je me dis... le citoyen, il n'a pas besoin de faire des études d'architecture pour comprendre si en face, un maître d'ouvrage a fait son boulot, un architecte a fait son boulot. Ça se ressent, il y a une espèce de dignité qui est à la base du travail, il y a une espèce de générosité. Et voilà, ça se ressent. Je l'ai vécu à Sétif pour mon premier bâtiment. À l'époque, j'étais hyper fier avant que l'ultralibéralisme nous ramène les tours, les centres commerciaux et les conneries de ce genre. À l'époque, les mariés, ils avaient 2 photos à faire. Wahda Ferrin Fouara, Wahda devant mon bâtiment. C'est génial. Les gens restaient, ils mettent le cortège, les fleurs, ils se photographient devant un bâtiment public. Mais il n'y a pas plus réconciliant entre un bâtiment public, la rue, la société, que ce genre d'attitude. Moi, j'étais très content. Après, 10 ans après, ils ont construit le centre commercial. Ces choses-là se sont oubliées, ils se photographient devant le centre commercial. Mais ça fait partie des évolutions de la société. Je ne regrette rien, mais il faut observer. Mais c'est ce que vous disiez, si un architecte aujourd'hui en Algérie, en 25 ans et des poussières, arrive à réaliser quelques réalisations, c'est mission pratiquement accomplie. Exactement. Voilà, exactement, c'est important que les jeunes le comprennent. Et ça, on rebondira sur cette histoire d'école. À l'école, on vous apprend l'impuissance. On vous montre des architectes qui finissent par construire 50 bâtiments, dont 2 ou 3 dans les plus grandes revues du monde. Et on a l'impression qu'on te dit, si tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu ne seras jamais architecte. Et donc, moi... Un enseignement dénué de toute forme d'approche humaine et humaniste. Ça vous met en colère quand vous parlez de ça? Oui, ça me met en colère parce qu'il y a moyen de désangoisser... Il y a moyen de nous désangoisser. On est angoissé par des choses qui ne nous concernent pas. Si tu poses un regard déformé sur la réalité, tu vas te trimballer des angoisses qui ne te concernent pas. Il est angoissant de poser le vrai regard sur la vraie réalité, mais ça t'enlève, par exemple, de vouloir ressembler à des énormes architectes qui ont le Pulitzer Prize. Je veux dire, à la limite, tu arrives à comprendre que ce n'est pas ce qui t'est demandé. Ce qui t'est demandé, c'est de dessiner une école proprement, c'est de dessiner un commissariat proprement, c'est de dessiner une crèche proprement. Je termine avec ça. L'Algérie lance au moins par an 20 lycées par wilaya, par 40, ça fait 800 lycées. C'est autant d'occasions de travailler
de proposer quelque chose, de vivre des expériences, j'allais dire, intellectuelles intéressantes et de fabriquer des lieux de convivialité et de citoyenneté. Sur les 800, je pense qu'on en rate 790. Palabre algéroise, échange, donc réflexion sur l'architecture, entre bien sûr, je vous le disais, de grands amoureux de l'architecture, mais également de grands angoissés. C'est l'Arabi Marhoum et Habib Benkoula. Ça va, je le rappelle encore une fois, être disponible à partir de la rentrée au mois de septembre chez Balzac Éditions. Rebonsoir Habib Benkoula. Bonsoir. Voilà, je vous rappelle, vous êtes architecte, docteur en urbanisme. Au départ, au début de cette aventure-là, l'ouvrage n'était pas du tout dans le programme. C'était des échanges, c'était des réflexions sur l'architecture, c'était des questionnements, c'était également une façon de provoquer de véritables débats sur ce qu'est l'architecture aujourd'hui, ce qu'est l'urbanisme. Et puis l'ouvrage s'est presque imposé à vous. C'était pas du tout prévu, effectivement. C'était une aventure qui a commencé quasiment sans objectif précis même. Hein. C'était des échanges par lesquels, et à travers lesquels, personnellement, avec du recul maintenant, je me dis que j'essayais plutôt de résoudre mes problèmes personnel au travers de l'Arabie et je me posais des tas de questions à propos de l'architecture. Qu'est-ce que l'architecture, J'étais dans une crise personnelle, vous disiez. J'étais dans une crise personnelle au véritable sens du terme, d'ailleurs qui a fini par des pleurs, etc. Bon, on ne va pas déballer aussi sa vie personnelle thérapie, à partir de Comme là. ce soir, vous êtes sur un divan rouge, donc ça va être une psychanalyse de groupe. Et puis je découvre l'Arabie dans cette crise très personnelle et je découvre un personnage qui était vraiment beaucoup dans l'entente de l'autre, hein, et on a commencé un peu à échanger sujet après sujet jusqu'au jour où je me suis dit à un moment donné, tiens, je découvre un personnage hors norme. J'avais l'habitude de rencontrer des personnes qui ont beaucoup de certitudes, hein, qui se disent des choses, et tellement ils se les disent qu'ils finissent par tomber dans leur dogme personnel. Et là, je découvre un bonhomme qui est en dehors de ce schéma-là. Voilà. Un personnage charismatique, déterminé à provoquer le changement et à ordonner les rendements. Oui, oui, quelque part, oui. Oui, je suis passé d'une étape, j'allais dire, où je ne savais pas très exactement comment prendre la parole avec lui, à une étape où je me suis dit, tiens, il y a des divergences qui sont devenues heureuses. Voilà, on n'a pas cherché à se convaincre l'un et l'autre. On était dans l'émerveillement de la parole. Voilà. Oui. Vous dites, Marhoum fut de tout temps un personnage sympathique, jovial, j'ai des doutes, hein, généreux et ouvert à la différence. Dès le début, nous avons partagé le sens de l'incertitude qui a pour principe la recherche permanente, inlassable de la vérité. Ce que j'ai retrouvé avec lui, c'est la passion de la vérité qui unit, mais qui n'est jamais retrouvée à la manière des anciens philosophes musulmans du 8e au 15e siècle, qui privilégiaient consciemment les moyens de la recherche plus que l'objectif espéré et qui ne voulait surtout pas s'enfermer dans les lectures dogmatiques et normées de la religion. Écoute, en t'entendant lire ce paragraphe, je me demande personnellement si c'est vraiment moi qui l'ai écrit, tellement c'est beau. Mais je sais l'autre. On se découvre à travers l'autre. Mais c'est vrai qu'avec avec Marhoum, je crois que j'ai commencé une étape personnelle où j'ai commencé à me dire, tiens, la vérité, il n'y a pas de vérité dans l'absolu. Tout à fait. Il y a des vérités très individuelles qui se construisent dans des trajectoires personnelles à l'accumulation des rencontres. Et avec lui, ça a été une rencontre hors norme dans le sens où ça m'a permis, en tout cas personnellement, de voir les choses autrement. Parce que on se rend pas compte aussi que on ne vit pas dans les villes de la même manière. À Oran, c'est une ville où les certitudes sont très fortes. Et après tout, moi, je me permets de dire qu'Oran est une ville de Provence, hein, en quelque sorte, et je découvre un Algérois qui a été quelque part déprovençalisé, hein, d'une certaine manière, et qui me dit que, voilà, la vérité, il y a la vérité de l'instant, mais il n'y a pas la vérité de la permanence. Voilà. Et donc, des choses comme ça ont commencé à défiler dans ma tête à force d'échanger avec lui jusqu'au jour où je lui ai dit...
ben, il y a peut-être quelque chose à ramasser entre nous, quelque chose à développer. Et jusqu'au jour où je lui ai dit, on va commencer une expérience par Viber, sans jamais lui dire que ça va devenir. Mais vous n'étiez pas dans cette réflexion-là, non? Non. D'éditer un livre qui s'appellerait Palabre algéroise. Du tout. J'enregistrais en cachette, en quelque sorte. Hein. J'ai fait un peu l'espion dans cette histoire-là. Jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, il y a de la matière, il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup de matière, mais je vais dire quand même quelque chose peut-être de très grave, c'est que à travers lui, j'ai découvert que l'université était un monde fou, un monde faux. Un monde faux. Alors, pour abonder dans votre sens, vous dites, je vous cite, « Depuis que j'étais étudiant jusqu'à ce que je commence à enseigner en 2005, la même interrogation m'a taraudé l'esprit. Comment ça se fait que nos enseignants font un recours excessif à la production architecturale étrangère et occidentale en particulier ?» J'ai comme l'impression de m'écouter lorsque j'étais étudiant et lorsqu'on nous enseignait l'histoire du monde arabe, mais certainement pas la nôtre. Qu'est-ce qui a réellement aujourd'hui changé dans l'enseignement au niveau même des instituts d'architecture? Est-ce que ça a réellement changé? Je dirais que ça n'a pas changé, que c'est très très difficile. Mais je m'adresse également à l'enseignant que vous êtes. C'est très très difficile d'engager le changement parce que nous sommes entrés dans une grande étape de statu quo dogmatisé. Voilà. On ne veut pas le changement parce qu'on n'a pas trop envie aussi que les uns et les autres se découvrent soi-même, que les uns et les autres découvrent leurs propres limites, leurs faiblesses. On a peur de se dire qu'on est faible, voilà, et qu'on a la possibilité d'être autrement que faible. Et c'est devenu, même la faiblesse est devenue quelque chose de statuaire, quelque part. On ne s'accepte qu'en étant faible parce qu'on s'est complètement démuni de l'idée qu'on est capable d'être quelqu'un d'une certaine manière dans sa vie, et aussi parce qu'on a transféré cette possibilité d'être fort dans le territoire de l'autre, qui est le territoire de l'Occident, qui est le territoire de ceci et cela. Et j'entends très très bien l'Arabie quand il dit... Je comprends parce que je ne réponds pas à ces questions. Vous allez aussi répondre aux miennes, hein, au passage. Je comprends parfaitement l'Arabie quand il dit, effectivement, il n'y a de l'architecture que dans le camp de... Sommes-nous encore aujourd'hui atteints du syndrome du colonisé dont parlait bien sûr Nous sommes profondément colonisés. Manque de confiance. C'est ce qu'il disait dans cet ouvrage, je le rappelle encore une fois, Palabre algéroise. J'ai tout fait pour que cet ouvrage ait lieu pour justement décomplexer les jeunes étudiants, encore une fois, de la référence, entre parenthèses, occidentale. De un, nous sommes profondément dans le discours de Frantz Fanon à propos du colonisé qui a tout fait pour prendre la place de l'ancien colon. Et nous sommes dans un cycle aujourd'hui, en réalité, c'est comme ça que je me représente les choses, hein. Nous sommes en pleine colonisation, mais au lieu d'être colonisés par l'Européen d'hier, on est colonisé par la petite fraction, j'allais dire... politico-politicienne d'aujourd'hui. Mais il y a aussi plus que ça. Nous sommes, quelque part, nous avons perdu la confiance en soi, qui est, à mon sens, j'allais dire, le problème. Il n'y a pas que l'Occident qui a fait. Non plus, il ne faut pas rejeter non plus. Et la gouvernance ou la non-gouvernance depuis l'indépendance a également aujourd'hui alimenté ce sentiment du colonisé. On a beaucoup alimenté cette image du colonisé qui est incapable de faire quoi que ce soit. Voilà. On refuse de se découvrir à soi-même, comme si nous étions la peste de nous-mêmes, quelque part. Voilà. Alors après la pensée fanonienne, il y a la réflexion marhoumienne aujourd'hui. Il y a de ça, parce que il y a de ça. Je me vous permets, parlez donc de la pensée de Marhoum. Il y a de ça, il y a beaucoup de ça. J'allais dire beaucoup, un peu de ça, pour ne pas dire un peu beaucoup de ça. Dans le sens où la plupart des architectes avec qui j'ai essayé de faire ce travail-là, ils sont dans l'attitude de complexer l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la recherche de la Libye qui donne l'impression à l'autre qu'il est incapable de faire ce qu'il est en train de faire. Voilà. Genre, un architecte qui n'a pas construit ne peut pas être architecte, l'architecte qui philosophe n'est pas un architecte, et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette part essentielle, à mon sens, qui est celle de réfléchir sur soi pour se donner le droit à l'existence, est combattue aussi par la plupart des architectes. Et Marhoum, non, il a
il a, à mon sens, et à travers cette expérience, eh ben, il a réussi à faire tomber tous ces obstacles qui sont profondément, j'allais dire, des obstacles de psy, en quelque sorte. Voilà. Il faut beaucoup plus faire un travail, j'allais dire, sur le mental de l'individu que sur ses capacités propres à faire ceci et cela. Il y a un terme qui revient souvent dans cet ouvrage que vous avez commis à deux, faut-il le rappeler encore une fois, Palabre algéroise qui verra le jour à partir de la rentrée, donc le mois de septembre aux éditions Balzac, c'est l'aventure humaine et l'approche humaine qui revient, qui est pratiquement essentiel dans cet ouvrage et dans ces échanges, Habib Benkoula. L'expérience fondamentale, en tout cas telle que je l'ai vécue avec Merhoum, c'est le mythe de la société du savoir-faire, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui est tombé définitivement, en tout cas pour moi. Nous n'arrivons pas, à mon sens, à régler nos comptes avec les sociétés d'hier qui ont des savoir-faire, etc., qui sont capables de faire des tas de choses pour accepter l'idée aujourd'hui que nous sommes dans l'étape, dans l'ère de la société qui ne sait pas faire, mais qui refuse en même temps également de reconnaître cela. Mais qui peut-être aussi quelque part ne demande que le droit justement de s'accepter dans ce statut en question, parce que on ne peut plus vivre comme les sociétés du 19e, du 18e, du 17e. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'architectes qui nourrissent en eux un projet pour cette société et qui sont capables de leur montrer la voie. Nous sommes, j'allais dire, pour l'exprimer autrement, dans la complication, puisque Merhoum a compris que je suis un être très compliqué, nous sommes, j'allais dire, dans l'ère nous devons accepter que nous sommes passés des sociétés du lieu, le lieu matricé les liens avec le sol, les liens avec l'autre, les réseaux de solidarité que nos sociologues nous ont racontés. C'est ce que disait notre illustre sociologue qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, c'est Rachid Boumedienne, dans son ouvrage Bidonville contre Bétonville, que je vous conseille, je pense c'est APEC Édition, si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes aujourd'hui dans la société du hors-lieu, c'est-à-dire une société où le lieu n'est pas fondamental dans la construction de sa propre identité. Un peu pour revenir ce mot d'identité que je déteste de plus en plus, mais nous sommes dans les sociétés du hors-lieu où le lieu n'est pas une condition ni primordiale ni fondamentale pour construire une identité. Donc la conquête ou la reconquête du jeu et du lieu n'a pas de sens pour vous ? N'a aucun sens, et je crois que je ne suis pas peut-être le premier à le dire. En littérature, certains auteurs disaient le contraire, mais bon, chacun sa vision. Hein, peut-être que je suis en train de partir dans le sens contraire d'un certain Pierre Laprie qui vit en France actuellement, qui parle d'humanité hors sol, mais moi je dis que le hors-lieu est plus que fondamental au jour d'aujourd'hui, puisque nous ne devons plus espérer qu'il y ait des sociétés du lieu qui soient en contact avec le sol et ainsi de suite. Ça pouvait marcher tant qu'on vivait à 100 000 personnes maximum dans une ville, mais ça ne marche plus maintenant avec 3 millions, 4 millions, jusqu'à 20 millions et 8 milliards d'habitants sur la planète. Voilà. Akli Amrouche, avant d'aborder d'autres questions. On n'essaye même plus au fait de s'inventer le lieu ou de le réinventer. C'est ça aussi je pense que c'est un problème aussi. Je veux dire, les gens sont parqués dans des appartements, dans des tours, dans des quartiers qui ne sont pas en fait des quartiers. Et le fait qu'il n'y a plus d'espace de rencontre, de socialisation, où on se, voilà, comme avant. Il y a notre plateau tous les dimanches soirs. Hein. Oui, heureusement. Voilà, on fait rencontrer tous les acteurs de la scène du débat. N'oubliez pas question réaction cultureclub@ontv.dz. Et ça, c'est une question que je pose à tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir, mais également les vôtres, bien sûr, sur notre page. Je le rappelle encore une fois, à un moment donné, faudrait-il aujourd'hui penser et approcher l'architecture et l'urbanisme d'une autre façon, réinventer pratiquement une nouvelle architecture, un nouvel urbanisme. À un moment donné, Habib Merhoum dit, je le cite, hein, certains pouvoirs sont capables de provoquer le sentiment d'adhésion à la communauté, d'autre part, certains groupes sont plus efficaces que certains pouvoirs. Qu'est-ce qu'on appelle réellement aujourd'hui groupe entre parenthèses et comment adhérer à un projet commun aujourd'hui en 2019 hein? Je me permets de... C'est une question qui vous fait sourire. Pour quelle raison? Non, ça me fait sourire parce que j'oublie ce que j'ai écrit. Voilà, c'est pas un bouquin que j'ai relu 20 fois avant de l'éditer. Bon, même s'il vous a échappé aujourd'hui. Hein. Oui.
Mais il y a des... D'abord, moi, je remets de plus en plus, en fait, cette notion de société. Je me pose sérieusement la question, si nous avons des sociétés au sens classique du terme, nous sommes dans la spéculation des sociologues, en quelque sorte. Voilà. Et peut-être que le travail fondamental que nous ne faisons pas suffisamment sur nous, c'est de se dire, à un moment donné, que nous avons tout simplement affaire à des groupes anonymes, oui, qui ne cultive pas le lien social de la même façon qu'on l'a fait depuis des siècles et des siècles. Voilà. Donc adhérer tout simplement ce que disait l'Habib Mohamed, un projet commun. Alors l'échec, oui, c'est justement l'échec, par exemple, du pouvoir politique, c'est de ne pas être suffisamment à l'écoute de ce qui se trame au sein de ces groupes. Voilà. Et le groupe est preneur d'un quelconque projet dès lors qu'il répond d'une manière ou d'une autre à ce qu'il y a de plus profond dans le groupe et surtout j'allais dire, de sincère et d'ancré. À ce moment-là, les projets réussissent. Mais s'il n'y a pas cette, j'allais dire, cette petite fusion, ce petit lien, oui, qui se met en place entre la parole qui arrive dans le groupe et le groupe qui reprend la parole du pouvoir politique, eh ben, ça ne marche pas. Je peux parler plus simplement. Allez-y, mon cher ami, décryptez tout ça. En fait, moi j'ai l'impression qu'on a fabriqué, enfin l'Algérie, la société, c'est des groupes sociaux qui ont des enjeux qui ne sont pas forcément convergents. J'ai l'impression que les politiques publiques ont exacerbé cette idée de groupe. L'histoire récente de l'Algérie qui est passée par où elle est passée. Je prends juste une petite image. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette histoire de fichier national du logement? Cette histoire de logement, ça veut dire que quand tu es payé entre 30 000 et 40 000, tu as droit à un certain type de logement. Quand tu es payé entre 50 000 et 80 000, cette espèce de liste de Schindler qu'on nous a imposée. Alors qu'en 62, on était une société unitaire, unifiée par l'histoire. Vous le disiez, un juge cohabitait avec son coiffeur à 2 pas. Bien sûr. 20 ans après, 30 ans après, on fiche, vraiment c'est un fichier ségrégatif sur la base, si au moins c'était sur la base de convictions philosophiques, ouais, sur la base du fric. Voilà, ça c'est l'échec. En même temps l'échec, c'est aussi une manière de gérer cette société. Rendre la société simpliste au lieu de gérer sa complexité. Et là où, encore une fois, les gens se sont trompés de peuple, comme quoi tous les pratiquement 20 ans on se trompe de peuple, c'est que on a toujours pensé que le fait de gérer les groupes sociaux, l'économie informelle, les enseignants, les gens qui ont besoin du logement social, les jeunes avec l'ANSEJ, l'espèce de petite bourgeoisie qui est en train de s'installer, et surtout ne pas fabriquer de liens entre eux, c'est-à-dire les gérer one-to-one, comme disent les marketeurs. Juxtaposition. Les gérer one-to-one permettait de distribuer et de dialoguer séparément avec les groupes. Ce qui s'est passé depuis le 22 a montré que il y a eu une erreur de manipulation qui s'appelle le 4 et que le truc de l'acupuncture n'a pas fonctionné. Ou du moins, il a fonctionné là où il ne devait pas fonctionner. Que tous ces gens-là se sont sentis concernés par quelque chose qui s'appelle la dignité. C'est pour ça que vous dites, j'ai appris à reconnaître ceux pour qui l'Algérie n'était qu'un marché, de ceux pour qui l'Algérie était encore un projet. Était encore un projet. Voilà. On a tout fait pour considérer que l'Algérien ne pouvait avoir qu'une relation de prédation avec le pouvoir, avec le système, avec l'argent. Et on a tout fait pour que ça fonctionne. Et ça a fonctionné 20 ans. Il ne faut pas l'oublier. Ça a fonctionné 20 ans. Ce système qu'on décrit aujourd'hui n'a pas existé si nous ne l'avions pas d'une manière ou d'une autre, intégré et alimenté. Il se trouve qu'il y a, comme ça, des moments dans la société où il y a des espèces de fausses manœuvres, où il y a des espèces de fusibles qui se déclenchent, non prévus. Et j'en suis complètement content. Et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'il faut regarder la société d'aujourd'hui, mais regarder avec le regard d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je veux dire, ce qui se passe n'est pas une lessiveuse. C'est-à-dire que l'Algérien du 21 février et celui du 24, c'est le même avec l'envie d'être un peu de bienveillance et peut-être
l'aspiration d'un projet. Habib Benkoula, l'Arabi Merhoum, ça s'appelle Palabre algéroise, donc échange sur l'architecture. C'est en vente libre à partir de la rentrée. Nous voulions, comme vous l'avez certainement remarqué, anticiper sur l'événement bien avant l'arrivée du Salon international du livre à partir du mois d'octobre prochain. Et pour revenir à, n'oubliez pas vos questions sur cultureclub@untv.dz, pour revenir donc justement à cet échange, à cette confrontation d'idées entre deux grands architectes et deux grands torturés, il vous disait à un moment donné, l'architecture doit être synonyme de progrès, de bien-être, de bonheur, aussi minime pardon, je reformule. L'architecture doit être synonyme de progrès, de bien-être, de bonheur, aussi minime qu'il puisse être. On n'en est pas là aujourd'hui. Quel serait réellement votre discours en direction de la jeune génération d'architectes? C'est de leur dire tout simplement, déjà acceptez-vous pour ce que vous êtes, tout simplement. Ils sont réellement aujourd'hui dans cette réflexion-là? Ils ne sont pas dans cette réflexion-là parce qu'en général, on cultive le complexe chez l'autre. Voilà, on est encore dans des relations très bureaucratiques, très construites, dans la rigidité la plus totale. On ne permet pas aux jeunes étudiants de prendre la parole et puis on ne leur donne pas surtout la possibilité d'apprendre petit à petit à construire un projet au fond d'eux-mêmes pour la société à laquelle ils ont affaire ou pour ce qui reste de la société. Et surtout, on est dans un long fleuve d'idéalisation des projets qui n'ont plus à avoir cours. Au jour d'aujourd'hui, on leur parle de l'architecture mozabite, on leur parle du Moyen-Âge, on leur parle de tas de choses qui, à mon sens, ne peuvent pas les mettre automatiquement, j'allais dire, ni d'abord dans l'air du temps, ni dans les contraintes du contexte dans lequel nous vivons au jour d'aujourd'hui. Il faut revoir l'enseignement de l'architecture totalement et surtout sortir cet enseignement de la bureaucratie qui domine actuellement. Si ce n'est pas le ministre qui vous dit ce que vous devez enseigner, pas enseigner, si ce n'est pas le recteur ou la rectrice qui vous dit ceci et cela, et puis un académisme trop fort. On est aussi dans l'enseignant qui dit et qui a raison, et le jeune. Et je pense que ce mode d'enseignement en architecture ne peut pas aboutir sur quoi que ce soit. Voilà. Il y a plus de travail à faire. Dénué de toute forme d'humanité et d'humanisme. Il ne peut pas aboutir parce que dans les sociétés qui se sont construites, qui sont arrivées à maturité, au passage, on voit que même cette maturité est tout à fait relative, il y a des institutions qui s'occupent d'un certain nombre de questions. Il y a des gens de la culture qui fabriquent de la culture, des gens de l'économie qui fabriquent de l'économie. Donc le rôle de l'université et le rôle des architectes, il est cadré parce qu'il rentre dans une espèce de matrice générale. Chez nous, dans la mesure où l'ensemble des secteurs n'ont pas eu ou n'ont pas rempli la totalité de leur mission, on se plaint de l'école, on se plaint du lycée, on se plaint du Jamia, on se plaint du ministère de la Culture. Et donc, il faut... du secteur de la santé aussi. Voilà, il faut intégrer ça dans la manière d'enseigner. Donc on se retrouve à être un peu plus généraliste. Trop académique ne sert à rien, je veux dire, du moins dans les disciplines d'architecture. Je veux dire, l'idée d'avoir un docteur d'État en architecture est une aberration définitive, je veux dire, parce que l'architecte, le médecin, pour qu'il soit un grand spécialiste, il va être spécialiste du métatarse ou de l'ongle droit de la main gauche ou un truc comme ça. C'est des spécialisations. L'architecte, non. Il doit être ouvert. Plus il est généraliste et plus il va absorber un certain nombre de contraintes qui vont lui servir à comprendre ce qui se passe. Parce que vous parlez très souvent dans votre ouvrage, comment dire, on est plus, vous disiez, dans une commande de construction sans architecte où la qualité est souvent accidentelle. Ah, bien sûr. C'est juste terrible, ça aussi. Oui, la demande de qualité, quand on a un maître d'ouvrage qui veut de la qualité, quelle que soit la qualité de la pensée, de la construction, tout, elle est tout à fait accidentelle. Ce que j'aime chez Benkoula, c'est que c'est un docteur généraliste, quoi, pas spécialiste. Et plus il avance dans les questions complexes qui se posent, plus il s'ouvre à des questions générales qui souvent dépassent le cadre de l'architecture. Mais il faudrait également dire une chose à la jeune génération qui nous regarde ce soir, qu'Alger a été un véritable laboratoire mondial de l'architecture dans les années 50 et les années 60. Est-ce qu'on se rend réellement compte de cela aujourd'hui? On a l'impression que c'était presque un rêve. Et aujourd'hui, nous subissons un véritable cauchemar.
Eh bien oui, d'abord ça a été un grand laboratoire dans les années 50 et 60, mais je veux dire ça va être un laboratoire dans les années qui arrivent. Surtout. Parce que ce qui arrive chez nous, challenge qu'il faut ce qui arrive chez nous comme transformation sociale, je ne sais pas si tu te rappelles des mini-cassettes quand il y avait un week-end de flèches. Et comment pour avancer rapidement. Ouais. Vous et moi faisons partie de la même génération. De la même génération. J'ai l'impression aujourd'hui, je le disais à Al-Habib, qu'on est dans une société qui fait tout trop et trop vite. C'est-à-dire qu'on a réglé l'histoire du colonialisme en 7 ans, on a vécu 4 Algéries avec 4 peuples en l'espace de 30 ans, et donc on est en train de s'installer, on va être le futur laboratoire du monde, c'est-à-dire que le monde attend à voir l'Afrique, en particulier les territoires Tawana, comment ils vont gérer les inégalités, comment ils vont gérer cette histoire qu'on est dans des systèmes où il y a quand même un État fort, entre guillemets, et un ultralibéralisme, entre guillemets, comment ces questions-là vont être négociées, alors que dans d'autres sociétés, les choses sont traitées. Je veux dire, dans les pays hadouk, les institutions sont là, elles font leur boulot, les lobbies sont là, ça fonctionne, et on se rend compte, à travers les gilets jaunes et tout ce qui se passe, que finalement, toute cette mécanique hyper huilée finit par ne plus fonctionner. Oui. Ça indique qu'il y a une impasse à venir. Et je pense qu'on attend de nous d'éviter l'impasse qui se dessine inévitablement pour eux. Nos quartiers qui sont inachevés sont une véritable source de réflexion, comme les bidonvilles ont été une source de réflexion pour Simonet, qui a écrit de très très beaux caisses pour les congrès d'architecture moderne. Il faut que l'Algérien comprenne, ou là que Alger, parce que je parle en tant qu'Algérois, est capable de devenir le centre du monde. Surtout, si je peux me permettre, il faut surtout aussi désenclaver l'université algérienne. Il faut la rendre publique. La rendre au public, en quelque sorte. La rendre publique et la rendre au public. Il faut se dire que l'université algérienne, au jour d'aujourd'hui, c'est un espace privé qui appartient... clôturé. Qui est clôturé, qui est renfermé, qui appartient à ses responsables locaux. Parce que moi, c'est ce que tu disais, je ne vois pas la différence, au jour d'aujourd'hui, entre un wali et un recteur au sein d'une université. Et ce qui est encore de plus grave, et ça c'est du vécu, c'est quand vous avez, par exemple, un recteur ou une rectrice de formation chimiste qui vient vous dire « Ah, on ne parle pas de l'architecture de cette manière-là et il faut laisser tomber ceci et cela et ainsi de suite. » On se retrouve dans des situations comme pas possible, desquelles il faut absolument sortir le plus rapidement possible si nous voulons engager un véritable débat autour de l'architecture. Si vous voulez retrouver une légitimité. Si on veut retrouver une légitimité. Et puis aussi je crois qu'il y a aussi un grand travail à faire auprès des jeunes. Parce que moi, quand je retrouve mes jeunes à chaque fois assis, comme s'ils étaient militarisés mentalement, une table après une autre, avec la chaise, et puis qui vous regardent, etc. Tant que nous sommes dans ce genre, j'allais dire, de schéma, il ne faut pas espérer que nous ayons demain des intellectuels de l'ordre de l'Arabie, etc. Parce qu'il faut vous rendre compte aussi que ce jeune qui va à l'étranger va pas garder la même attitude. Souvent, j'ai des échos d'enseignants à l'étranger qui me disent « Mais qu'est-ce qui arrive avec ces jeunes ? Vous les complexez, vous les martyrisez, Non, c'est une attitude qu'ils ont acquise au sein de l'école et qu'ils perpétuent tout au long de leur vie et qui vont même l'utiliser contre l'autre dans des situations où ils ont la possibilité de réprimer. Parce qu'en réalité, si on ne réprime pas sa femme, c'est ce que dit un peu Pierre Rabhi, on va réprimer son élève, et si on n'a pas d'élève, on va réprimer son chien, son chat, etc. Il y aura toujours un objet à réprimer. Moi, je vous conseille une pièce de référence algérienne qui s'appelle El Mahgour. Je ne sais pas si vous devez certainement vous en rappeler, etc. Voilà, dans cette forme. Voilà, cultureclub@etv.dz. Siham Farhaoui, vous vouliez... Vous disiez tout à l'heure que l'université est fermée. Moi, je dirais... Clôturée. Je dirais qu'elle est déconnectée en fait de la réalité. Elle est complètement déconnectée. Déconnectée. Ouais. Moi, je pense que si on arrive à
reconnecter ou la connecter à la réalité, à ce moment-là, les étudiants et aussi les enseignants, en fait, ils trouveront, je pense, il y aura une nouvelle configuration en fait de l'université. Je crois qu'on est déconnecté depuis une semaine, depuis les épreuves du baccalauréat. Aujourd'hui, en 2019, on coupe encore l'Internet. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle aberration. Voilà, pour vous dire de déconnexion totale et absolue. On en est encore, c'est-à-dire à demander des tas d'autorisations quand on invite quelqu'un de l'extérieur de l'université. Pour inviter Marhoub, il faut l'autorisation du chef de département, du doyen, du recteur, etc. Moi, combien de fois je me suis trouvé dans des situations où il fallait absolument justifier la présence d'un enseignant de renom. Exactement. Que rapporte l'université en termes de richesse dans les villes où s'implante? On a construit une cinquantaine d'universités dans toutes les wilayas d'Algérie. Ils ne produisent absolument rien. Ni d'économie, par les gargotes qu'on a autour, ni de la culture, ni de rien. Je veux dire, ça participe même pas, alors qu'il y a des équipements dans les universités qui peuvent être utilisés par les habitants au niveau des quartiers, de trouver des moyens justement de faire sortir l'université, ne serait-ce qu'autour d'elle. Et c'est ça le rayonnement d'une université. On est parti sur un modèle de, je ne sais pas où il a été importé, avec une architecture catastrophique, hein, il faut le dire, hein, parce que ça c'est des dossiers aussi. Les universités qu'on a construites, allez vous balader. Franchement, c'est terrible, c'est flingué. Comment on a laissé construire ces cités hideuses. Je suis désolé, mais c'est le lieu de la... Tout simplement, on n'avait pas donné de projet ni à l'Arbi Merhoum pour cela, ni à Habib Ben Koula. Je suis pas en demande de plancher. On est dans la déconnexion, hein, on est encore à l'université méga projet, etc., qui va se placer en dehors de la ville, c'est-à-dire sans problématique déjà voilà, et on se retrouve avec des étudiants à qui on va dire, si vous allez à tel endroit, vous allez voir. On sait que l'étudiant ne le dira jamais parce qu'il n'a pas les moyens. Vous voulez dire par là que nous étions dans un mensonge absolu, hein, total et absolu. Pendant de longues années, on disait que que l'université algérienne ou l'école algérienne est une véritable référence pour certains de nos matières grises qui aujourd'hui évoluent hors de nos frontières. C'est un mensonge, c'est un mensonge. J'ai vécu pendant 7 ans dans une université qui était, au départ, un campus, et qui a permis à des habitants normaux de s'installer. C'est devenu une ville universitaire, une vraie ville universitaire. On m'a invité une fois, lors d'un concours d'architecture qui a été lancé dans une des wilayas, de donner une conférence. Et j'expliquais que, quand j'ai vu un peu le plan, qui était une clôture en fait, hein, ils commencent par la clôture. J'ai dit, à la limite, vous ne pouvez pas ouvrir toute l'université, mais laissez une brèche, laissez la ville pénétrer. L'espace tampon voilà, à la limite. Et puis, vous pouvez contrôler tout ça. Eh bien, rien à faire. Je veux dire, le train était à pleine vitesse et ils ont fait ça depuis qu'on a commencé à construire les campus universitaires, les pôles universitaires. Et voilà. Et donc, ça a fait le bonheur des Lusto, c'est une bus. Il y a une question d'une double, voire même d'une triple actualité concernant l'invité central, à savoir l'Arbi Merhoum. D'abord, je le rappelle encore une fois, cet ouvrage que vous retrouverez pas à partir de la semaine prochaine, je vous rassure, mais à partir de la rentrée, Palabre algéroise, échange sur l'architecture entre Habib Ben Koula et l'Arbi Merhoum. Il y a également une exposition sur laquelle nous allons revenir parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, qui a pour titre 25 ans et des poussières, qui a eu lieu à l'espace Espaco, qui a refermé ses portes il y a seulement 48 heures. Mais il y a également dans cet ouvrage, je le rappelle, Vie de ville, quartier en mutation, c'est le dossier, laboratoire pour solutions innovantes, où l'Arbi Merhoum a également commis un article, et pas des moindres, mon cher ami. Très rapidement, dans quelles conditions vous l'avez rencontré pour la première fois et quel serait réellement aujourd'hui votre regard, voire votre discours, votre vision sur les réalisations architecturales du torturé qu'il est? L'Arbi, je crois qu'on s'est vu très vite. Hein. Je veux dire, dès que je suis rentré, j'étais à l'étranger et j'ai commencé par faire une revue. Je crois qu'il a... Dans le parking de l'hôtel Mouflon d'Or. Non, c'était avant. C'était au siège du conseil local de l'ordre, où il y avait la bagarre entre les architectes, comme d'habitude. Hein. On n'a pas fini, hein. Ça continue même aujourd'hui. Et donc, voilà. Et on s'était vu dans une petite salle. Il me dit, toi, tu m'intéresses. Je lui dis, toi aussi. Donc, je crois qu'à un certain moment, on a discuté. Et puis, j'ai vu qu'il y avait en face de moi quelqu'un qui avait quand même...
de la réflexion, qui développait des sujets intéressants, en tout cas même sur ses projets. Puis on a fait des interviews ensemble. Je l'ai publié à plusieurs. Fait appel à lui. Je l'ai publié à plusieurs reprises et à chaque fois c'était des articles très pertinents. On publie aussi des universitaires, mais souvent il y a ce style universitaire qui revient. Alors que moi je dis toujours qu'un article qui n'est pas lu, c'est du papier gaspillé. Et on avait besoin des deux visions de l'université, mais aussi des praticiens. Parce que c'est une revue qui est quand même destinée plutôt aux praticiens pour leur donner un peu de la matière. Et je pense que voilà, donc l'Arbi, voilà, il a participé avec nous sur pas mal de sujets et puis on a été complices sur pas mal de choses. Serait-il aujourd'hui réellement, dans la pensée bien sûr, l'enfant illégitime de Jean-Jacques Deleuze? Ah, ça tu me l'as pas dit. Non, moi je revendique que nous avons eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises ici. Il revendique sûrement son enseignement. Je revendique mon statut de bâtard sans aucun problème. La pensée Jean-Jacques Deleuze, elle nous habite jusqu'à commettre ce livre-là, sur lequel nous reviendrons certainement à la rentrée. Sa profonde foi en la modernité, dans tous les sens de la modernité, comme étant un vecteur de progrès pour l'homme et pour la société, c'est quelque chose qu'il m'a transmise. Après, comment tempérer cette envie de modernité avec la réalité des gens, avec la société, avec les pensées, les arrière-pensées, ça, je vais aller chercher des réponses à ça au travers d'un type comme Pouillon, qui s'est posé de l'émotion sur ses murs, qui est tout aussi moderne que Jean-Jacques Deleuze. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, les choses sont complexes, et ces gens-là m'ont appris cette espèce de foi en l'architecture. Tous ont la certitude que l'architecture peut être un vecteur de bonheur, peut apporter le bonheur. Et pourtant, vous dites, je ne pense pas qu'il existe une seule cohérence algéroise. Un promoteur vorace et puissant ne regarde pas Alger comme je la vois. Un homme politique inculte et prétentieux non plus. Cette ville m'interroge sur mon identité, tout comme elle m'apporte des éléments de mon puzzle personnel. Le puzzle est souvent revenu dans votre ouvrage et dans cette interview. C'est en cela que ce que dit Deleuze d'Alger me parle. Il a eu un rapport fusionnel à cette ville, à ses habitants. C'est sa sincérité qui m'interpelle d'abord. C'est pour ça que je parlais depuis le début de l'émission, cette aventure très humaine, dans l'interview, dans la réaction des questions, bien sûr, assez complexes et compliquées, je le rappelle encore une fois, de Habib Benkoula, et vos réponses complètement décomplexées. Voilà, n'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@20tv.dz. Oui, vous voulez rajouter, avant d'aller vers notre quatrième et dernier invité ce soir. L'Arbi aussi a ouvert des portes très intéressantes. Moi, ça m'intéressait doublement, puisque je gérais une revue d'architecture et il nous fallait des gens comme l'Arbi. Parce que l'Arbi, comme il est praticien, il a réalisé de belles choses. C'est une manière de dire aux jeunes aussi, à nos lecteurs, qu'il y a des possibilités quand on se bat. L'Arbi se met volontiers en avant et défend le métier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'architectes aujourd'hui en Algérie qui ont défendu le métier autant que l'Arbi. Il était de tous les sujets, de tous les combats. Et je pense que là-dessus, en tout cas nous, on est demandeurs. On aimerait bien avoir plus de monde pour défendre ce métier. Vous savez, l'architecture, c'est le premier des arts, on oublie toujours. Hein. Les maîtres d'ouvrage ne se posent même pas la question. C'est avant la sculpture, avant la peinture, avant le théâtre, avant tout ça. L'approche est plurielle. C'est le premier des arts. Et c'est-à-dire que si on ne se pose pas ces questions de culture, ces questions de où on va et quel type de société on veut, en tout cas, contribuer à construire, voilà, donc on se pose des mauvaises questions. Aujourd'hui, comme m'a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Habib ou l'Arbi, les citoyens algériens cherchent des lanternes. Et je pense qu'il y a une responsabilité de l'architecte là-dessus. Lui, je pense qu'il y a la responsabilité pas seulement des architectes, hein, les urbanistes, les sociologues, etc. Oui. Nous sommes, si vous voulez, entre guillemets, une élite qui est en manque qui n'a pas de projet au fait pour sa société, et parce qu'on se mouille pas à la chemise. C'est pour cela lui se mouille la chemise. C'est pour cela qu'il approche, je pense. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion et la chance d'avoir son ouvrage entre les mains. Je rappelle encore une fois, c'est ça l'avantage de faire ce métier aujourd'hui, avoir les ouvrages et quelques cadeaux en plus. Hein. Voilà, Palabre algéroise chez Balzac Éditions. C'est pour ça qu'il approche après 25 ans et des poussières l'architecture avec beaucoup de philosophie. Nous allons y revenir bien sûr avant la fin de l'émission. Siham Farhaoui, bonsoir. Je le rappelle, encore une fois, vous avez été la commissaire de cette exposition, je le rappelle,
25 ans et des poussières, qui a refermé ses portes il y a seulement 48 heures à l'espace Espaco. Comment est-ce que vous avez réellement pu approcher, décrypter et dialoguer avec l'Arabie Merhoum, que ce soit dans ses questionnements, dans ses réflexions, dans ses projets avortés, rejetés? Comment est-ce que vous, en tant qu'architecte, avez pu gérer cette frustration de plus en plus importante? Bonsoir. L'Arabie était venu me voir avec une idée. Donc il voulait monter une exposition. On va voir quelques images de l'exposition. Très bien. Je vous écoute. Et donc par la suite, moi j'ai pris cette idée-là. Et donc d'abord je lui ai posé des questions. L'Arabie, c'est des questions très simples. Pourquoi tu veux faire cette expo? Pour qui tu veux la faire? Quelle est ta cible? Et donc moi j'ai pris cette idée-là. Ça c'est le coach qui parle. Hein. Ça c'est le coach qui parle, c'est le marketeur qui parle. C'est plutôt le marketeur. Et c'est très important en fait. Tout à fait. Et donc j'ai pris cette idée-là et j'en ai fait un projet. Donc pour faire un projet, on a besoin donc de matière, d'une équipe projet et d'une timeline et d'un budget. Donc en fait moi j'étais là, donc j'ai mis en place le projet et j'en ai injecté donc de la rigueur parce qu'il fallait eux architectes, donc l'Arabie avec son équipe, ils sont tous un peu artistes, hein, donc ok on lance mais ils sont pas trop la notion de délai dans la tête, donc il fallait que je mette en place donc les 3 ou 4 pôles de l'exposition. Donc il y avait donc le panneau, donc l'exposition, j'ai mis en place donc la scénographie, je l'ai travaillé avec donc une équipe d'architectes, de stagiaires. Donc on a décidé d'organiser des tables rondes. Pourquoi? Parce que pour moi, une exposition, c'est un lieu d'expression pertinent. Donc c'est ce qu'on a fait. On a organisé entre 6 et 7 tables rondes, des conférences, on les a appelées les qa'adat. Et à chaque fois, il y avait donc des intervenants différents. Et puis, avec l'Arabie, j'ai fait, pour les textes, en fait, il y avait une partie, donc il a abordé ces projets, les projets qui ont abouti, et même aussi, donc c'était... L'histoire intime des projets. L'histoire intime, donc le contexte dans lequel il a réalisé ces projets-là, c'est très important. Mais il s'est livré dans cette exposition, mais également à travers ce film documentaire sur lequel nous reviendrons certainement bientôt. Tout à fait. Oui. Et donc moi, je trouvais... Avec un portefeuille caché, bien sûr. Je trouvais intéressant, en fait, comme la cible était hétéroclite, on ne s'adressait pas seulement aux architectes ou aux professionnels. Donc il y avait... L'Arabie voulait que cette exposition, un simple citoyen pouvait visiter cette exposition. Donc il allait être séduit par ces projets, mais aussi ce récit qui raconte le contexte dans lequel a été fait donc, le projet, est aussi lié à l'histoire en fait, de l'Algérie. Vous l'avez approché de plusieurs façons presque. Hein. Oui, tout à fait. Donc ce récit-là... L'architecte que vous êtes, dans la rigueur, dans la réflexion, dans le rendement. Tout à fait. Donc j'ai fait un peu de management de projet. Donc c'est pour ça que Y compris des questions de citoyennes, parce que tu avais posé un regard de citoyen sur l'exposition et tu m'avais interpellé sur un certain nombre de questions qui sont... Voilà, c'est-à-dire, c'est pas une expo professionnelle pour architectes. Tout à fait. C'est tout sauf ça. Vous avez élargi le cercle, bien sûr. On l'a élargi et ça, c'était vraiment... Et comme j'ai déjà dit, en fait, l'Arabie et moi-même, on a voulu partager, offrir quelques points en fait, aux visiteurs, donc les valeurs partagées. Il a fait sortir, donc justement, il a provoqué ce débat architectural et urbanistique en dehors des universités et des universitaires et des architectes. Quoi. Il y a eu beaucoup de citoyens qui ont poussé la porte de l'Espaco pour donc justement parce qu'il y avait de la générosité. L'Arabie il est d'une générosité mais incommensurable. Donc il y avait, il voulait... Là, vous nous donnez à voir un autre l'Arabie Merhoum. Hein, donc... Ah, d'accord. Oui. Donc il y a un partage de valeurs, un partage d'une expérience et d'un enseignement. Donc à travers cette expo, c'est ce que nous avons offert en fait aux visiteurs. Quel est réellement votre regard en tant qu'architecte, mais également en tant que grande curieuse citoyenne, comme le disait Simène Larbi Merhoum, dans ce rendu de 25 ans et des poussières de création, de projets avortés, je le disais encore une fois, il est habité de questionnements, mais également de frustration, de ne pouvoir pas aujourd'hui avoir cette liberté, cette aisance de se donner à fond dans ses projets, également dans ses réalisations. C'est dur pour un architecte aussi talentueux. C'est dur pour un architecte, mais ce qui est bien avec l'Arabie Merhoum, c'est un architecte qui s'assume.
c'est parmi les rares architectes qui, lors d'une exposition, il décide lui-même d'afficher et de montrer les projets qui n'ont pas abouti. Les projets qui ont... Même les projets ratés. Ben, voilà, c'est ça, les projets ratés. Et il disait, en fait, il faut bien mettre annulé, Refusé. donc c'est quand même rare qu'on voit cela. En fait, On appelle ça la thérapie architecturale. Voilà. En cela, je ne suis pas pour la paix des ménages. Certainement pas, nous non plus. Hein. Akhlé Amrouche, très rapidement, il nous reste moins de 2 minutes avant la fin de la rencontre de ce soir. C'est pas tout le monde, je voulais dire juste que c'est pas tous les architectes qui assument leur production aussi. Ça, je crois qu'il faut le dire. Je veux dire, l'Arbi Marhoum, c'est l'Arbi Marhoum. Il a fait son expo parce que, oui, il assume ce qu'il fait et il prend volontiers la paternité de toute sa production. Et je pense que les jeunes, s'il y a une leçon à prendre, c'est aussi celle-là. C'est assumer ce qu'on dessine. C'est un métier de très grande responsabilité. Et voilà, on nous jugera sur l'histoire après de ce qu'on a fait. On en parle à la même heure dans 25 ans et des plus. Soit voilà, ils vont te critiquer à mort jusqu'à... Surtout la particularité de ne pas se regarder soi-même. Hein, je crois que le livre, nous le devons surtout à ça. Hein, la plupart des architectes, je ne sais pas si tu l'as vu à Cli, quand ils se présentent avec ce qu'ils ont fait et on ne parle que de ça. Oui. Voilà, j'en connais un rayon. Tout est focalisé sur ce que je sais faire, Alors que Marhoum, non, il se présente en tant que, j'allais dire, acteur. D'une grande comédie ou une tragédie ou autre chose. Voilà, de quelque chose qui le dépasse. Il y a beaucoup d'architectes aussi qui peut-être sont talentueux, mais qui n'ont pas cette capacité qu'a l'Arbi de s'exprimer, d'écrire et de communiquer. Ouais. Alors que c'est extrêmement important. Ouais. Et c'est jamais trop tard d'apprendre, je veux dire. Même, moi ça me fait de la peine quand je vois, il y en a des architectes très talentueux, mais qui ont du mal, en tout cas, à s'exprimer, à communiquer. Lui, il a une aisance terrible, je veux dire. Vous le voyez. Place après Hirak, non, mais quand il reçoit les étudiants et quand il parle avec les étudiants qui visitent son expo. On parle avec des enfants. Avec des enfants aussi. Voilà donc Palabre algéroise, échange sur l'architecture, je vous le rappelle, entre de grands passionnés, de grands curieux, encore une fois, qui refont bien sûr le monde architecturalement parlant. Habib Benkoula, l'Arbi Marhoum, c'est aux éditions Balzac, et il le disait, donc l'Arbi Marhoum, la philosophie est l'essentiel de la pratique de l'architecture, un peu plus l'architecte qui se démène dans des sociétés en mutation permanente comme la nôtre. La question clé qui se pose à tout architecte est comment être utile, comment aimer ce pays, et la réponse est sans conteste philosophique. Elle puise dans c'est quoi l'Algérien aujourd'hui, qui ne peut faire l'économie d'une autre question plus universelle, c'est quoi être un humain. Curieux quand même qu'aujourd'hui, à l'heure de la liberté d'expression, la parole des architectes ne soit pas audible. La course au poste, les augmentations de salaire et rappels rétroactifs seraient-ils pour quelque chose dans ce qui s'apparente à une mise au pas de l'élite en général et des enseignants d'architecture en particulier? Et la question restera encore posée. Eh bien, je vous invite à pousser la porte de votre libraire à partir du mois de janvier. Ça s'appelle Palabre algéroise. Que dis-je? Qu'est-ce que j'ai dit? Janvier. Pardon, à la rentrée, voilà. Donc aux éditions Balzac, et c'est l'ouvrage qui a réellement conditionné la rencontre de ce soir, plus humaine et philosophique que jamais, avant bien sûr le départ de celui qui vous fait face en vacances. Voilà, donc cette petite musique de nuit qui nous annonce la fin de l'aventure de ce soir. Voici donc un
votre écran. Que pourrais-je vous... Allez-y. Le catalogue de l'exposition, tu ne l'as pas montré. Ah, ben écoutez... Alors que c'est quand même, il résume très très bien. J'avais tellement de questions à poser, bien sûr, et j'en ai jamais assez. C'est donné du mal, quand même. De beaux ouvrages. C'est vrai que l'exposition va, je l'espère, bouger sur l'ensemble du territoire national. Voilà, exactement. Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour le dernier numéro de la saison, la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une bonne et douce nuit. À la semaine prochaine.